Ok, donc je reçois Pierre ce soir. Pierre est un jeune homme brillant, un passionné de littérature, un homme de goût, un homme qui semble pouvoir se mouvoir avec facilité dans la servitude de bureau. Euh, tel un Ça. Pierre Benoît. On l'entend mal? Ah, mince. Est-ce que je Je parle assez fort? C'est peut-être ça. peux te mettre plus fort sinon. Ah, moi, on m'a dit en privé qu'on m'entend bien. Ok, bon. Bah écoute, on va partir du principe qu'on t'entend bien alors. On va dire que Veito a des problèmes d'audition. Fais attention, ça rend sourd, Veito. Un peu plus fort. Bon. Ok, moi, je vais essayer de parler un peu plus Non, non, fort. je t'ai mis un peu plus fort déjà. Ah, d'accord, ok. Je pense Bon, que là, parfait. ce sera pas mal. Voilà, donc Pierre est notre Pierre Benoît du Nord. Sauf que Pierre Benoît était du Sud. Il est donc appelé un grand avenir. Il a choisi pour ce soir une œuvre considérable et j'espère, et je te le dis franchement, j'espère de tout cœur que ta première ici n'est pas une dernière. Ça me fait plaisir que quelqu'un ait osé se lancer Ah, c'est prévu. et fournit un travail pour pas un rond et pour l'amour de la transmission, ce qui est le but de la chaîne, avec toute l'humilité nécessaire. Et je pense qu'on doit considérer la gratuité à sa juste valeur dans le monde de la marchandise et du divertissement BA. Voilà, merci à lui. Et n'hésitez pas à venir voir votre obligé qui vous parle sur tout sujet. Si vous y mettez du cœur, vous nous transmettrez quelque chose. Et c'est pas avec le cœur qu'on transmet la blénorragie, donc ça devrait aller. Merci à tous ceux qui prendront le temps de regarder ce que d'autres ont pris le temps de faire. Voilà. Eh bien écoute Pierre, je te laisse la piste, impressionne-nous, et puis voilà, tu me diras ce qu'il en est pour les images que je ferai défiler en Oui. fonction de tes recommandations. Voilà. Donc, on va commencer par Joseph Roth. Donc, qui est Joseph Roth? Donc, l'auteur de cet ouvrage immense qui est La Marche de Radetzky. Est-ce que tu peux mettre sa photo? Bon, parfait. Bien sûr, Donc, un physique normal d'utilisateur de Discord, voilà. la physique normale d'un juif de Brody, Et un juif Rutten. nous sommes Donc, tous des juifs allemands, disait Cohn-Bendit, donc voilà. Je pense que nous sommes tous plus ou moins physiquement proches de lui. il est né en 1894 et il est mort en 1939. C'était un écrivain et un journaliste autrichien d'origine juive, et cette origine aura son importance dans son futur, puisque vous vous doutez au vu des dates qu'il est passé par une époque célèbre, donc le Troisième Reich. Il est célèbre à la fois pour ses œuvres littéraires qui explorent les thèmes de la déchéance d'un empire, donc en l'occurrence l'Empire austro-hongrois, mais également sur l'exil et sur la perte d'identité. Il est né dans un shtetl à Brody, donc tu peux mettre l'image 3 pour qu'on puisse voir ce shtetl. Ce qui me fait penser, alors excusez-moi, j'interviendrai assez rarement, je pense, mais est-ce que ça a à voir avec Adrian Brody, tu vois, Alors l'acteur? là, j'ai pas poussé les recherches jusque-là. Ah, moi j'aurais fait ça, tu vois. Ah, t'as encore des choses à prendre. Non, mais plus sérieusement, tu vois, juif, pourquoi pas. Un autre. Donc une ville ruthène, donc aux périphéries de l'Empire, la partie ukrainienne de l'Empire austro-hongrois. Mais malgré cela, il a quand même grandi dans un milieu de langue allemande et yiddish. Il perd son père assez jeune, il a 7-8 ans lorsque son père disparaît, puisqu'il disparaît, il ne meurt pas, en tout cas on ne sait pas. Il est atteint de folie et il disparaît en Russie. Et donc le manque du père est prégnant dans toute son œuvre, que ce soit dans l'œuvre que je vais présenter, mais également dans les autres. À l'âge de 18 ans, il quitte sa province et va à Vienne, où il étudie la littérature de langue allemande à l'université. Vient la Première Guerre mondiale, donc il s'engage dans l'armée austro-hongroise en 1916. Tu peux mettre la photo numéro 4. En tant que soldat, il assiste aux obsèques de l'empereur François-Joseph, donc la photo numéro 5. Donc c'est une expérience, faut imaginer ce que c'est. Les obsèques d'un empereur en 1916, en pleine guerre, c'est quelque chose qui doit être inimaginable, extraordinaire. Donc c'est une expérience qui le marquera profondément et qui marquera profondément son œuvre. Après la guerre, il publie des articles pour différents journaux, que ce soit en Autriche ou en Allemagne, et écrit des romans, des nouvelles, des essais. Il s'installe définitivement à Vienne en 1921, puis à Berlin.
Il devient alors correspondant pour le Frankfurter Zeitung, donc la photo numéro 6, à Paris. Il devient correspondant à Paris, en URSS, en Albanie, en Yougoslavie. Il part en Angleterre, donc un globetrotter comme l'époque pouvait en faire, des journalistes globetrotters comme l'époque pouvaient en faire. Il publie alors 2 de ces 3 livres majeurs, ce que j'estime être ces 3 livres majeurs en Allemagne, avec Hôtel Savoy en 1924 et La Marche de Radetzky en 1932. Et La Marche de Radetzky, nous y reviendrons plus tard, mais Hôtel Savoy, c'est vraiment dans la même veine, c'est le soldat perdu dans un hôtel immense. On retrouve vraiment la sensation de Par curiosité, soldat. je t'interromps. Tu les as lus? Hôtel Savoy, j'ai commencé. D'accord. Non, mais moi pas, hein, donc je le précise, c'est pas mon cas. Je n'ai jamais lu d'autres livres. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est vrai. La Marche de Radetzky, c'est un livre que je connais, je l'ai lu plusieurs fois, mais je n'ai jamais lu d'autres livres de lui, donc voilà, je ne connais pas. Donc, il publie son premier roman qui est un succès en 1924 et La Marche de Radetzky en 1932 à Berlin. À l'époque, dans les années 1920, il se marie avec Friedel Reichler. Donc tu peux mettre la photo numéro 8, qui est une femme brillante, qui l'accompagnera tout au long de son œuvre. Mais cette pauvre femme va malheureusement développer quelque chose qui s'appelle la schizophrénie, et elle mourra en 1940 au cours de l'Action T4. Lorsqu'Hitler prend le pouvoir en 1933, il émigre en France et s'installe entre Paris et la Côte d'Azur, donc comme de nombreux écrivains exilés en France dans les années 30, sur la Riviera. Il continue à publier ses romans, dont La Crypte des Capucins en 1938, qui raconte la montée au pouvoir des nazis en Allemagne et en Autriche. Je n'ai pas lu cet ouvrage, mais c'est celui qui m'intéresse le plus parmi les autres. Donc malheureusement, il devient alcoolique et désargenté, et on ne sait pas de quoi il est mort, mais possiblement d'une attaque cérébrale en 1939 dans les rues de Paris, en juin 1939, donc juste avant la guerre. Je trouve Est-ce que tu peux mettre la photo numéro 10 ? Bien sûr. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on nommait assez souvent dans le parcours de beaucoup d'écrivains jusqu'à des époques récentes, qui correspond à peu près à la société du temps, mais à quel point beaucoup de parcours sont marqués par une vraie pauvreté, c'est-à-dire une vraie pauvreté vécue, quelque chose qu'on a du mal à envisager. J'en parlerai dans pas mal d'autres fiches littéraires, mais non pas que la littérature ne nourrit pas, mais vous êtes encore dans un temps où les gens crèvent littéralement de misère au sens le plus strict, et les écrivains n'y échappent pas, et c'est vrai que ça forme quand même une certaine différence avec nos écrivains actuels et dans leur vécu, ce qui n'est pas une critique, hein, c'est notre cas à tous, on vit plutôt bien matériellement. Il y a encore des gens à ces époques-là qui meurent littéralement de misère. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie très souvent dans les parcours généralement avant la Première Guerre mondiale. Avant la Seconde, excusez-moi. Quasiment tous les grands écrivains de cette époque l'ont connu d'ailleurs. Ouais, clairement. Quand on regarde à peu près ouais, je suis d'accord. Ceux qui sont... Est-ce que tu peux mettre la photo avec Stefan Zweig, s'il te plaît ? Bien sûr. Avec Stefan Zweig, donc auteur que je ne me permets pas de présenter en 2 minutes, je pense que sa vie mériterait plusieurs heures, et chacune de ses œuvres également, mais c'est pour montrer qu'il y avait une réelle proximité avec les intellectuels autrichiens, allemands, exilés à Paris. Et donc c'est pour venir sur les idées de Joseph Roth, qu'est-ce qu'il va développer pendant toute son œuvre. Donc malgré quelques premiers articles socialisants écrits sous le pseudonyme de Joseph le Rouge au début des années 20, on va dire que c'est de circonstance, Joseph Roth se rapproche de plus en plus du monarchisme légitimiste autrichien, ainsi que du catholicisme. Est-ce que tu peux mettre la photo numéro 11 ? Oui, de mémoire, il me semble que ces écrits socialistes sont plus ou moins des écrits... Enfin, bon, je suis pas expert non plus, non auteur, mais sont plus ou moins des écrits alimentaires, et que ces convictions socialistes profondes ne sont pas forcément établies, quoi. Ce que je dis, c'était de circonstance. C'était l'époque qui voulait ça, il fallait manger. Donc peut-être qu'il y a cru un petit peu, peut-être qu'il n'y a pas cru du tout, en tout cas, il est passé par là. Donc il se rapproche
du monarchisme et du catholicisme, en fait, par l'idéalisation du régime des Habsbourg. Parce que on a bien vu sa vie après, et un peu une vie d'errance, un peu la redite du mythe du juif errant. Ah mais ça colle à sa, Donc, ça colle à sa judéité, hein, clairement. Je pense que j'en reparlerai, mais très clairement, il y a une idéalisation qui colle au statut effectivement du juif apatride, ouais, c'est clair. il idéalise ce régime où c'est l'honneur, la concorde entre les peuples qui existe et qui conduit tout au sein de l'Empire. L'essor du nazisme et du nationalisme vont encore plus le rapprocher de ces concepts, puisque pour lui, le seul rempart face à Hitler et à son expansionnisme est la restauration de la figure unificatrice de l'empereur. L'empereur apostolique, ce qui est très important dans son ouvrage, c'est que l'empereur est apostolique. C'est le seul empereur en Europe qui détient ce titre, donc il est catholique dans son essence, qui prouve son droit divin sur l'empereur, sur l'empire d'Autriche-Hongrie. Donc, c'est le pouvoir temporel adoubé par le pouvoir spirituel. Pour lui, c'est le seul moyen de contrer le nazisme, le Troisième Reich et les nationalismes de toutes sortes qui pullulent dans les années 30 en Europe. Pour la petite anecdote, il essaye notamment de faire rencontrer l'héritier du trône d'Autriche, Otto von Habsbourg-Lorraine, et le chancelier autrichien mon allemand est un peu dépassé, Schuschnigg, en 1938, pour permettre cette restauration. Donc 1938, Anschluss, la tentative échoue, et l'Anschluss le pousse de nouveau à fuir en France. D'un point de vue religieux, bien que proche des milieux catholiques autrichiens à Paris, il ne semble jamais avoir été baptisé, puisqu'il est enterré de façon, sous le rite, comme on dit, catholique modéré, parce qu'on n'a pas trouvé de certificat de baptême. Durant toute sa vie, il disait qu'il était catholique, il se présentait comme catholique auprès de ses concitoyens, de ses contemporains, mais on n'a pas pu retrouver de certificat de baptême, donc tout prouve qu'il n'a pas été baptisé. Donc j'ai fait un petit, très léger, j'ai envie de dire, parcours de Joseph Roth, et on va pouvoir vraiment s'atteler à l'ouvrage. Donc je vais d'abord vous faire un résumé très très circonspect, hein, parce que c'est un roman très complexe, c'est un roman à la fois historique, c'est un roman à thèse, un roman à clé. On peut le lire sur plusieurs aspects, c'est des différentes idées qui se coupent, qui s'entrecoupent. Donc c'est vraiment jusqu'au bout. C'est un roman très complexe et je vous invite à le lire pour ça, parce que je vais faire une présentation assez détaillée, mais malgré tout, je pense qu'il manque des choses. Donc, La Marche de Radetzky est publiée en 1932 et raconte l'histoire de la famille Trotta sur plusieurs générations, tout en explorant le déclin de l'Empire austro-hongrois. L'histoire commence avec Joseph Trotta, qui est un jeune paysan d'un village fictif qui est Sipolier, donc un paysan slovène. Lors d'une bataille fameuse contre Napoléon III à Solferino, il sauve la vie de l'empereur, François-Joseph. Donc c'est un acte considéré comme héroïque, qui pour lui est normal, ce qui est important à préciser, et qui lui vaut à la fois le grade de capitaine, alors qu'il était simple sous-lieutenant, et également un anoblissement. Il devient alors Joseph von Trotta und Sipoli. Donc Joseph devient un homme respecté, il est décoré et intégré à la noblesse. Malgré tout, il reste tout de même une figure tragique au sein du roman. Parce que le pauvre paysan qui arrive dans le milieu de la cour avec la haute noblesse, puisqu'il est le sauveur en quelque sorte, il ne comprend pas sa hiérarchie, il ne comprend pas la hiérarchie sociale qui le place dans un monde qu'il ne peut pas appréhender de fait de sa nature. Donc ce héros en quelque sorte, et devient bourgeois au lieu de devenir noble, qui est solitaire. Il est partagé entre un passé simple et un présent complexe et aliénant qu'il ne comprend pas du fait comme j'ai dit, de son essence. Le roman se poursuit avec son fils, donc Franz Trotta, qui lui devient haut fonctionnaire. C'est en quelque sorte le sous-préfet local d'un coin de Bohême-Moravie. Il incarne à la perfection l'oubli de l'origine populaire de la famille. Il se veut noble et il sera noble. C'est un homme raisonnable, dévoué au devoir, mais aussi profondément insatisfait de sa vie finalement, puisque son père, sauveur de l'empereur, ne lui a laissé qu'une petite carrière de fonctionnaire. Il s'efforce de trouver une place dans cette société et semble incapable de s'épanouir dans ce rôle de fonctionnaire. Il incarne la stagnation. Il vit sous l'ombre d'un passé glorieux qui ne lui appartient pas, qu'il n'en est pas le détenteur.
Donc, Franz se retrouve en décalage avec l'évolution de son temps, et sa vie est marquée par la monotonie, l'absurdité des rites militaires et la perte de sens. Son mariage, ainsi que son rôle de père, sont également empreints de distance et d'indifférence. C'est un homme qui est laissé sans repère et qui reproduit cette erreur auprès de son fils. Son fils, qui est le troisième et le personnage principal du roman, Karl Joseph von Trotta, qui est le petit-fils de Joseph. C'est un homme fragile et idéaliste, je pense qu'on peut le décrire comme cela. Il est tiraillé entre son héritage familial, donc le grand-père sauveur de l'Empire, et les attentes de la société, qui veulent un bon petit soldat. C'est un jeune homme, donc comme j'ai dit, sensible, et il est assez déconnecté finalement du monde qui l'entoure, pas ce qui se passe autour de lui au moment où il vit, donc dans les années 1900-1910 dans l'Empire. Il grandit dans un contexte où l'Empire est en déclin et il ressent un profond malaise face aux institutions et à la guerre qui se profile. Il est en quête de sens, finalement, puisqu'il ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc il souffre d'un sentiment d'impuissance et d'isolement, et sa vie est marquée par la perte des repères de ses ancêtres et son désir d'échapper à la lourdeur de son héritage. Donc tout ce cocktail le pousse au désespoir, finalement. Est-ce que tu peux mettre le chapitre 15, la photo numéro 15, s'il te plaît? Est-ce que ça correspond à celle-ci? Pour l'instant, je ne vois rien, mais non, ça ne correspond pas à celle-ci. Laquelle, dis-moi? C'était D'avant? photo numéro 15, Empire austro-hongrois. Oui, il me semble que c'est celle-ci. Je pense que tu as peut-être un peu de retard. Ah, ouais, excuse-moi. Ah, Non, tout à fait, non, c'est bon, ouais, excuse-moi. Non, je t'en prie. Donc, l'Empire austro-hongrois, il est représenté dans le roman comme une entité qui est vieillissante, en fait. C'est lui, l'Empire, il faut comprendre que c'est un personnage à part entière dans l'ouvrage. C'est la toile de fond de l'histoire de la famille Trotta, mais c'est aussi celle qui va influencer les trajectoires des trois personnages. Chacune des trajectoires des trois personnages est marquée par ce déclin de l'Empire, mais aussi par les fractures de la société. À travers ce roman, Roth met en lumière la déliquescence d'un monde aristocratique, mais aussi la perte de sens des personnages, qui sont pris entre des idéaux qui sont complètement démodés pour l'époque, et la réalité d'un monde en mutation. Et enfin, le dernier personnage en quelque sorte, la marche de Radetzky, donc qui sert de titre au roman, qui est une métaphore qui revient toutes les 50 pages à peu près dans l'histoire. Elle représente, cette chanson représente à la fois la gloire passée de l'Empire, l'austérité militaire, le poids des traditions, qui sont sur le point de s'effondrer. C'est un morceau de musique militaire qui accompagnait les victoires de l'Empire, évoque la fin d'une époque où l'ordre et l'honneur étaient encore des valeurs centrales. Désormais, J'en profite pour interrompre, pour ceux qui ne savent pas. La marche de Radetzky, c'est une œuvre de Strauss, Strauss père. Ça vous dira, je sais pas si les gens connaissent, hein, ça vous dira tout de suite quelque chose. Je sais pas si tu l'as écouté, la marche de Radetzky dans ta vie, c'est un truc que tout le monde connaît. Et c'est une œuvre qui a 50 ans à l'époque où se passe l'histoire. Donc ça montre effectivement cette permanence. On écoute toujours les mêmes choses dans le même monde, ce qui n'empêche pas la nouveauté et l'innovation par ailleurs, mais on vit effectivement dans un univers mental qui est très peu en évolution. bloqué 50 ans en avant. Voilà, et qui a du mal à faire face aux bouleversements qui se produisent dans la société du temps. Effectivement, la métaphore, elle est sur l'Empire, elle est sur la marche de Radetzky, elle est filée sur plusieurs éléments, ouais. Vas-y. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Ces valeurs d'honneur, de tradition, sont désormais obsolètes et on le voit, c'est presque ridicule ce retour de la marche de Radetzky constamment dans l'ouvrage. C'est vraiment la chute inéluctable d'un monde révolu, mais qui ne veut pas mourir. J'ai essayé de faire un résumé très succinct pour éviter de dévoiler le tout. Et maintenant, je vais essayer de passer au message du livre. Donc le message, on pourrait dire, c'est assez énorme. Et j'ai essayé de soulever 2 points. Donc tout d'abord, le parallèle qui est fait entre le manque de figure paternelle et le manque de la patrie. Donc quand on connaît la biographie de Joseph Roth,
On sent vraiment que c'est lui il a mis sa peau sur la table, pour citer un écrivain, un autre grand écrivain. Il a mis sa peau sur la table en écrivant ce roman, c'est vraiment lui qui transparaît à travers les lignes. Donc la figure du père et de la patrie sont vraiment liées dans le roman, c'est vraiment quelque chose de prégnant. On peut notamment parler, quelque chose de très qui saute aux yeux, c'est la ressemblance physique de François-Joseph et du père de et du père Trotta. Les deux s'effacent peu à peu au fil des pages. Donc on a vraiment les deux personnages qui s'effacent au fur et à mesure en même temps que l'Empire s'efface. Pour Karl Joseph, c'est un manque criant. À la fois l'empereur et le père qui disparaissent, c'est une souffrance pour Karl Joseph. Ensuite, par ce manque, Karl Joseph va se créer son propre père, à partir de l'unique portrait du grand-père et de la simple anecdote du sauvetage à Solferino. Il en est de même pour la patrie, la perte de la patrie, la perte du père. Karl Joseph est officier, mais il ne croit plus en l'armée. Avant même la disparition de l'entrée Chambry, il se sent apatride. En fait. Il souhaite retourner sur les terres slovènes, il souhaite partir aux marges de l'Empire en Ruthénie. Il n'est chez lui nulle part au sein des frontières de son pays. La ressemblance entre Trotta-Père et François-Joseph se fait de plus en plus prégnante, en fait, puisque au point qu'à la fin du roman, lorsqu'ils se rencontrent, ils ne semblent être qu'une seule et même personne. Ils se ressemblent physiquement, dans les gestes, dans la mentalité. Est-ce que tu peux mettre la photo numéro 17, s'il te plaît? Celle de l'empereur, je pense que c'est c'est ce que j'ai mis. C'était la numéro 16, je l'ai sauté. Et donc la numéro 17... Ah si, c'est celle-là. Ah si, c'est ça. Non, non, je suis bon, t'inquiète, je t'écoute, Si, je suis. parfait. T'inquiète. Donc les figures paternelles dans le roman incarnent les piliers traditionnels, structurants et protecteurs. Mais malheureusement, ils déclinent. Leur effacement progressif reflète la désintégration d'un ordre social et politique autrefois stable, qui devient de plus en plus instable et qui perd son sens. François-Joseph est vu comme l'empereur, père de l'Empire. Il est le garant moral et spirituel de la patrie austro-hongroise. Au sein du roman, sa sénilité, son isolement accentuent l'image d'une patrie qui perd son unité, à mesure que son empereur devient une figure davantage mythifiée qu'efficace. Plus une idée qu'on se fait que vraiment quelque chose, l'empereur. Il ne fait plus rien, factuellement, puisqu'il est idiot, sénile, il ne pense plus à grand-chose d'ailleurs. Alors que Trotta-Père est, lui, l'incarnation tangible de l'autorité dans la vie de Karl Joseph. Son autorité est marquée par la raideur, qui semble anachronique au vu de la psyché de Karl Joseph. Il symbolise une époque révolue, il est incapable de communiquer avec son fils et avec la nouvelle génération, et disparaît peu à peu du roman. L'attachement de Karl Joseph au portrait de son grand-père et à cette anecdote de Solferino montre sa vaine tentative de reconstruire une figure paternelle en l'absence de repères. Cela traduit également un besoin existentiel de trouver un sens et une continuité dans ce monde en pleine désintégration. Par exemple, le choix que Karl Joseph, à un moment dans le roman, il souhaite revenir aux terres slovènes. Euh, la Slovénie représente non seulement les origines familiales, mais aussi une volonté de renouer avec une simplicité perdue, donc qui contraste avec la sophistication de l'Empire. C'est un retour impossible, puisque bien qu'étant petit-fils de Slovène, il ne parle pas slovène, il n'a jamais mis les pieds en Slovénie, il ne connaît rien de ce pays. C'est vraiment l'idéalisation de la patrie perdue, une nouvelle fois, ce cercle qui revient de l'idéalisation de la patrie perdue. À titre d'exemple, pour exemplifier, à un moment dans le roman, Karl Joseph écrit « Je suis le fils de mon grand-père ». Donc son père est squeezé, il n'a pas de considération pour son père, c'est un jeune homme qui fait l'école des cadets, qui se destine à devenir un officier de haute stature. Son père, qui est un petit haut fonctionnaire, entre guillemets, de province, ce n'est rien, c'est la bagatelle. Alors que le grand-père, qui est surnommé le héros de Solferino, est une présence mythique, disparue, mais protectrice. L'armée résonne comme un espace vide de sens pour lui. Il faut vraiment comprendre que, au fur et à mesure, bien qu'au tout début, il est plein d'entrain, il souhaite devenir officier. Est-ce que tu peux mettre la photo numéro 18, s'il te plaît? C'est fait, t'inquiète pas. Donc, il perd peu à peu sa foi dans l'idéologie impériale et dans l'honneur militaire, en fait. Les deux vont de pair.
sa perte de foi dans l'armée, c'est un effondrement du rôle social et identitaire que celle-ci représente dans l'Empire. C'est l'armée qui tient l'Empire, qui structure les individus, qui permet aux jeunes gens comme Karl Joseph de trouver un sens et une appartenance à un empire multiethnique et immense, avec plusieurs millions d'habitants, qui est donc une identité complexe forcément. Et l'armée permet de trouver cette identité. L'armée perd cet objectif, perd ce qu'il pouvait faire de mieux pour l'Empire, c'est-à-dire son unité. L'armée ne sert plus à rien. Ainsi, Karl Joseph, qui est au centre de l'Empire, à Vienne, ou chez lui en Moravie, se sent étranger, tout le temps. Il ne se sent jamais chez lui. L'absence d'un sentiment d'appartenance traduit une rupture alors profonde entre l'individu et la patrie, qui est une condition préalable à la disparition politique de la patrie. La disparition du corps social provoque la disparition de l'État. À mesure que le roman avance, la ressemblance physique et symbolique entre les figures du père et de la patrie s'accentue. Donc, comme déjà dit, François-Joseph et Trotapère sont vus comme des doubles. Ce sont des statues, ils ont une stature patriarcale, austère, mais il ne peut plus rien faire pour ce nouveau monde. Le lien entre ces deux figures suggère que la chute de l'un entraîne inévitablement celle de l'autre. La patrie ne peut exister sans père, et le père ne peut exister sans la patrie. Pour Karl Joseph, la perte de sa famille et de sa patrie n'est pas seulement une tragédie personnelle, mais elle est aussi le reflet de son environnement. C'est la mort d'un monde, d'une structure de valeurs et d'une manière d'être. Ainsi, le récit ne propose jamais à Karl Joseph une patrie de substitution. La mort d'un de ses camarades lors d'un duel, tu peux mettre l'image numéro 19, C'est fait, ne t'en fais pas. agit comme un déclencheur de son éloignement du monde militaire, puisque son meilleur ami meurt. À cause de l'armée, il n'a plus rien à y faire. La quête de sens, qui passe, comme on l'a expliqué, à travers ses origines slovènes, est vouée à l'échec. Finalement, sa mort en 1914 devient le dernier acte de la dissolution de cette identité. L'homme perd sa vie, l'Empire perd sa raison d'être. La fusion des figures du père et de la patrie, qui sont donc, comme on expliqué au sein de cette sous-partie, effacées et disloquées, symbolise le déclin inéluctable de l'Empire et l'incapacité des individus comme Karl Joseph, qui ont été prévus pour servir l'Empire toute leur vie, à trouver leur place dans cette structure en ruine et dans la structure qui suivra cette structure. La désintégration conjointe marque la fin d'une époque où l'ordre ancien était synonyme d'appartenance et d'identité, et où les inadaptés au nouveau monde disparaissent fatalement avec celui-ci. Donc j'espère que j'ai fait assez clair, parce que c'était assez complexe. Je vais passer à une seconde partie d'explication, qui est la fin de l'honneur comme prémisse à la disparition du père et donc de la patrie. D'abord par quelque chose d'assez bête, donc ce qui vaut l'anoblissement à Trotta lors de la bataille de Solferino, c'est qu'il tire l'empereur, il pousse l'empereur factuellement, ce qui fait qu'un tir qui était visé sur l'empereur ne l'atteint pas. Ce genre de geste aurait pu lui valoir une exécution pour crime de lèse-majesté. Mais, puisque les conditions ont voulu que, ça lui a valu l'anoblissement. Donc le roman commence sur cette tension entre anoblissement, honneur et lèse-majesté, horreur. Et il commence aussi par une défaite. L'Autriche-Hongrie, une défaite, exactement. Il s'ouvre sur une défaite. Et il se ferme sur une défaite. Une défaite encore non consommée, mais ouais, tout à fait. Ouais. C'est les deux défaites qui bornent cette espèce de règne de. Qui borne le roman. Ouais, qui bornent aussi le règne, hein, qui sont finalement qui est un règne de défaite, hein, qui commence par une défaite et qui finit par la dissolution de l'Empire, même s'il la verra pas puisqu'il meurt avant, mais c'est sans doute volontaire de ce point de vue-là. L'Autriche-Hongrie, comme un peu expliqué avant, ne tient que par la tradition. L'empereur est apostolique. C'est le droit divin. La fin de la tradition, donc tradition qui est symbolisée par François-Joseph, et la montée des nationalismes, ne peut que détruire l'Autriche-Hongrie de l'intérieur. La tradition passe par l'honneur. Et l'honneur est détricoté tout au long du roman. Plein d'exemples font passer les personnages pour des êtres déshonorables.
à titre d'un seul exemple, Karl Joseph trompe le sergent de gendarmerie du coin, donc couche avec la femme du sergent de gendarmerie du coin, la pauvre meurt dans un accouchement, le veuf remet les lettres d'amour enflammées de cette dame à François Joseph, à Karl Joseph, les yeux dans les yeux. C'est l'humiliation à son paroxysme, et cette humiliation n'est pas montrée comme telle. Elle est montrée comme vraiment quelque chose de normal. Donc cette fin de l'honneur, c'est un exemple particulier, mais c'est vraiment dans tout le roman, on peut voir cette chute de l'honneur. Et la décadence de l'Empire est symbolisée par la chute de l'honneur. La notion de tradition joue un rôle fondamental dans la stabilité et la légitimité de l'Empire. L'empereur François-Joseph représente cette continuité qui est quasi sacrée depuis des temps immémoriaux. À mesure que l'Empire vieillit, les traditions apparaissent comme rigides, inadaptées au contexte moderne. Ce qui fragilise l'Empire face à une montée des nationalismes et à l'évolution des mentalités. Par exemple, la focalisation sur un François-Joseph qui est une figure vieillissante, qui est sénile, illustre non seulement la dégradation personnelle, physique de l'empereur, mais également un édifice politique et moral bâti sur des siècles qui s'écroule. L'honneur dans le cadre de l'Empire austro-hongrois, est-ce que tu peux mettre la photo numéro 21, s'il te plaît? Je pense que c'est le cas. Ah, mes excuses. Non, je t'en prie. L'honneur dans le cadre de l'Empire austro-hongrois est donc intrinsèquement lié à l'idéal militaire, puisque honneur armé, ça fait sens pour tout le monde, j'imagine. Donc à l'idéal militaire, à l'obéissance, à la défense des traditions. Je fais un exemple. À un moment dans le roman, les soldats dirigés par Karl Joseph tirent sur des ouvriers. Ils se révoltent contre leurs conditions de travail. Il y a une fracture avec ce code de défense des traditions. Les soldats sont censés protéger la stabilité de l'Empire. Cet acte donc de tir sur des citoyens, des sujets de Sa Majesté, traduit la dérive, une forme de dérive où la violence ne se justifie plus par la défense d'une cause morale, mais par un maintien aveugle d'un ordre en déliquescence. L'empereur, qui perd jusqu'à la mémoire des individus qui l'ont servi et défendu, il ne reconnaît plus personne, illustre la fracture entre l'idéal du passé et les actes présents. Il devient une caricature de lui-même, une figure vide de sens qui admire des oiseaux. Plusieurs fois dans le roman, ça revient. Il admire les oiseaux qui chantent. Il écoute les oiseaux chanter, pendant que son empire s'effondre autour de lui. Pour revenir sur cette fusillade contre les ouvriers et faire en quelque sorte une explication de texte très succincte, Karl Joseph Trotta incarne une tension entre l'obéissance aveugle aux ordres, réprimer la rébellion, et sa conscience morale qui lui dit tu ne peux pas faire tirer sur les ouvriers. En servant un empereur qui a perdu son éclat et en servant des valeurs qui s'effondrent, Trotta participe, malgré lui en quelque sorte, à l'effondrement de l'ordre qu'il est censé protéger. On est vraiment dans le reflet de la perte de sens collective dans l'Empire. Le tir sur les ouvriers dépasse un simple événement tragique qui pourrait avoir lieu dans d'autres conditions. C'est vraiment le symbole de l'effondrement de l'honneur impérial. Cet acte de violence contraste avec la perception traditionnelle de l'Empire qui est porteur de justice. Et donc cela confirme la fragilité de ses structures morales et politiques. Le vieil empereur, absent du monde réel, ne peut que regarder la chute inéluctable de ce qu'il incarnait autrefois. La description de François-Joseph comme un vieillard fragile, oublieux et déconnecté reflète le diagnostic d'un empire qui a perdu son cap. Le contraste entre la violence exercée par Trotta pour réprimer une révolte et l'indifférence douce, il n'est pas méchant l'empereur factuellement, il est juste un peu béat, il est sénile, c'est un vieux pépère. À ce sujet, soulève une question morale forte. Peut-on parler d'honneur lorsqu'il s'agit de tirer sur ses propres sujets? Donc la réponse, c'est une question rhétorique. La réponse est non. Donc, voilà, cette anecdote renforce l'idée que l'Empire trahit ses valeurs fondamentales et ne peut donc plus se maintenir. La décadence physique et mentale de François-Joseph ne symbolise pas seulement la vieillesse d'un homme, mais celle d'un système qui ne sait plus répondre aux défis de son temps. Il fait tirer sur les sujets au lieu de répondre à leur envie. L'empereur, dans sa confusion, devient une allégorie d'un empire qui sombre dans l'oubli de son propre rôle et perd peu à peu ses racines, la tradition et son orientation morale, l'honneur. Je vais me permettre de vous lire quelques pages qui sont là une
une prophétie que fait un personnage, Czajniki, un comte polonais. Ça dure quelques lignes. Cet empire est condamné à disparaître. Dès que notre empereur fermera les yeux, nous nous décomposerons en 100 morceaux. Les Balkans seront plus puissants que nous. Tous les peuples créeront leurs petits États crasseux, et même les Juifs proclameront un roi en Palestine. On sent déjà puer à Vienne la sueur des démocrates. Le ring est irrespirable. Les ouvriers ont des drapeaux rouges et ne veulent plus travailler. Le maire de Vienne est un concierge bigot. Les curés marchent déjà avec le peuple. On prêche en tchèque dans les églises. Au Burgtheater, on joue des pièces juives ordurières. Et chaque semaine, un fabricant de toilettes hongrois devient baron. Je vous le dis, messieurs, si on ne tire pas maintenant, c'est terminé. Nous verrons cela de notre vivant. Donc, encore une fois, c'est prononcé avant la guerre, hein, et bon, tout est dit. Si je peux me Il y a bien permettre, Joseph. ça fait partie de ces quelques, c'est pas forcément des reproches, mais quelques points de facilité que je soulèverais, ou pas d'ailleurs, parce que je fais faire ça avec ma lecture de tête, mais je l'ai lu quand même, je l'avais présenté sur Discord, le livre, il y a 2 ans, ou 1 an et demi, un truc comme ça, donc ça fait un certain temps que je l'ai lu. Ça fait partie de ces facilités, ils sont des prophéties ex eventu, c'est-à-dire que vous faites des prophéties... Publié en 1932. Voilà, vous faites des prophéties avant les faits, 20 ans après les faits. Ça n'est pas grave en soi, c'est pas un reproche, mais je veux dire, ça fait partie de ces petites facilités que s'accorde l'auteur quand même. Une fois que vous connaissez ce qui s'est passé, vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre des paroles prophétiques chez vos personnages. Donc pour finir, l'effondrement de l'honneur, et donc de l'Empire, a lieu malgré certaines secousses. Le vieux monde ne veut pas mourir, et il le montre. Par exemple, Trotta l'aïeul, donc le grand-père Trotta, le héros de Solferino, se retire du monde suite à un mensonge d'État. Dans un manuel destiné aux enfants, il est dit qu'il charge baïonnette sabre au clair sur son destrier pour sauver l'empereur entouré d'ennemis. Ce qui est faux, puisqu'il l'a uniquement poussé. Donc c'est ridicule. Mais il se met en colère, il demande à voir l'empereur, il demande à voir les ministres. Tout le monde lui dit que c'est ridicule. Et lui, il refuse, car ce n'est pas la vérité. C'est les dernières traces de l'honneur du vieux monde qui craquent sous le poids de l'histoire. Il y a une jolie phrase dans le livre, malheureusement, que je ne connais plus de tête, sur la nécessité du mensonge d'État et sur le fait de devoir enjoliver toutes sortes d'histoires pour effectivement maintenir l'Empire dans ce qu'il est. Ce que ne comprend pas sans doute un homme sorti du rang comme peut l'être le premier des Trotta. Mais j'avais trouvé la phrase assez juste sur la nécessité du mensonge qui est un permanent en politique en fait. Et il y a d'autres exemples dans le style. On a Franz von Trotta, donc le père, face aux dettes et aux soupçons qui pèsent sur son fils, tente le tout pour absoudre Karl Joseph. Il essaye de rencontrer l'empereur, il rencontre les ministres, comme son père, la boucle. Mais il ne fait pas pour son fils, mais pour l'honneur de sa famille. Le vieux monde tente de sauver l'honneur face à l'inconstance du nouveau. Pour conclure, en quelque sorte, c'est un ouvrage qui a une réflexion politique et historique brillante. Là, je vous ai présenté que 2 points, mais j'aurais pu vous en présenter 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est assez exponentiel d'un point de vue intellectuel. Le problème, il y en a même 2, c'est que la forme se noie souvent dans le fond. On sent que l'auteur cherche à faire passer son message, cherche à faire passer des messages dans son roman, et malheureusement, ça empiète un peu sur la qualité textuelle, sur la qualité du scénario, qui est un peu certaines facilités, qui est un peu cousu de fil blanc, mais pas comme une tragédie. Il essaie de maintenir le suspense alors qu'il n'y en a pas. Bon, c'est un peu la tendance malheureuse des romans à thèse et des romans à clé, qui, quand ce n'est pas parfait, ont tendance à se perdre dans ce fond au lieu de la forme. Et il y a également, avec le pauvre Karl Joseph, qui est triste tout le temps, il y a un petit côté pathos exacerbé parfois, qui fait rouler les yeux de temps en temps, quand on est vraiment quand il ne se sent plus vivre, qu'il a envie de mourir toutes les 2 lignes. Parfois, c'est un petit peu lourd. Pour ouvrir, j'aurais voulu vous présenter quelques Alors, autres livres. je me permets d'intervenir.
avant la bibliographie, puisque là pour le coup, moi j'ai préparé aussi 3 livres à présenter. On aura l'occasion d'en discuter tous les deux. Je me permets mon intermède personnel. Je te trouve un petit peu dur avec la figure du père Trotta, de l'entre-deux, hein, pas le grand-père, le père, peu importe. Je vois ce qui est intéressant, c'est qu'on a une méthodologie différente. Moi, dans mes futures fiches littéraires, je dévoilerai le livre sans vergogne, hein. Je pense que je raconterai l'histoire sans aucune vergogne, et je me permettrai sans doute moins d'analyse pour que chacun ait la sienne, même si je suis par ailleurs complètement d'accord avec tes propos, hein, c'est pas un souci du tout. Et je voulais compléter un peu avec mes souvenirs de lecture. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant comme différence de méthodologie. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire, parce que c'est un contraste intéressant entre deux façons de procéder. J'en ai une qui est tout à fait différente. Je pense qu'il faut insister aussi sur ce que l'Empire produit, insister pas au sens dans ton travail, mais pour les gens qui écouteront ça, sur ce que l'Empire mourant va produire, parce que je pense pas que ce soit dissociable de ce caractère de dissolution de l'Autriche-Hongrie, que ce soit par la fragmentation ou par la dissémination de l'intelligence que ça va induire, ou parce que cette rupture va produire sur les intellectuels, parce que tu en as parlé de Zweig, mais que ce soit Stefan Zweig, que ce soit Weininger, Wittgenstein, l'école de Vienne, Sigmund Freud aussi, Karl Kraus, même le théoricien du sionisme qui est Herzl, voilà. Sans parler des autres nations, parce qu'on n'en parle que de l'Autriche, ce que produit l'Autriche entre 1875 et 1914, dans un monde que l'auteur dépeint quand même en déliquescence, c'est quand même assez fou. Et c'est sans nul doute le seul point positif, à mon avis, d'un monde qui meurt. Et peut-être que ce sera le cas du nôtre. C'est pour ça que notre témoignage, même médiocre, a son importance. Et je voulais un peu parler, moi, de ce que j'en ai pensé. Bien entendu que le livre est un classique. C'est pas là-dessus qu'on va s'apesantir. Par le thème, par le style, par tout un ensemble d'impressions qui sont convoquées chez le lecteur, c'est un classique. Moi, je lui reproche effectivement un peu de mélancolie facile et une idéalisation de l'Empire qui fait appel à quelques sentiments un peu automatisés, presque pathologiquement mélancoliques. Et à mon avis, effectivement, on l'a dit, ça tient beaucoup au statut de juif un peu apatride de l'auteur, en un temps où tous les nationalismes trouvaient leur lieu pour s'exprimer. Après, on peut y être sensible, hein. Nous aussi, on a l'impression parfois de voir la fin d'un monde où l'héroïsme, parce qu'à mon avis il y a un côté héroïque dans tout ça, devient comme le père Trotta, simplement essayer de perpétuer ce qui peut l'être. Et perpétuer ce qui peut l'être, c'est un comportement qui revient nous aussi à nous condamner par immobilisme. Ce qu'est le père, effectivement, c'est une espèce de quadrature du cercle où essayer de maintenir ce qui peut l'être revient à ne rien changer et finalement à tout faire exploser. Et je trouve que le jeune Trotta est un personnage qui lui traverse l'histoire du livre et de l'histoire avec un grand H comme nous. Et comme l'Empire finissant, en fait, il est ni brillant ni médiocre, il est pas spécialement lâche non plus, il est pas spécialement courageux, il a un certain attrait physique auprès des femmes, mais il a des histoires qui sont quand même assez pauvres. C'est un personnage quand même assez effacé, même si ça reste le personnage principal. Moi, je l'ai trouvé assez effacé. Et je trouve que le livre rejoint... perdu, mais de fait, son identité un peu mal trouvée fait qu'on a l'impression qu'effectivement il est quand même assez spectateur plus qu'acteur de ce qui se passe autour de lui. Et sur le livre, ça rejoint ce que j'aurai l'occasion, je pense, de développer à de multiples reprises, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais tout le début est noyé effectivement dans une espèce d'âpreté de la relation père-fils, en tout cas selon nos perceptions actuelles. Bien entendu, je pense qu'effectivement, tu l'as dit, Roth a dû être marqué par la perte de son père jeune. Mais je trouve que c'est une société qui agit presque à contre-emploi et à dessein. Parce que ce contre-emploi, c'est ce qui tient la société et c'est ce qui donne la saveur à la liberté qu'elle peut accorder par ailleurs. Rien de trop, disaient les Grecs, en démonstration de sentiments, en l'occurrence au 19e, et ça vaut aussi pour les mots. Ce sont des sociétés de l'apparence, mais au sens de ce que l'on ne montre pas. Je trouve que c'est une leçon assez importante. Et alors oui, là, ça prend la forme d'un père et de son fils, ou des pères et de leur fils, peu importe. Et je trouve que ce sont des moments d'histoire où chaque mot livré a son poids, et où l'homme devient homme quand il comprend en fait son père. Et c'est la vie
qui se reproduit dans ses permanences. On a été dur pour former l'homme à venir au détriment de l'enfant actuel. C'est sans doute pour ça, effectivement, à une autre époque, que le dernier des Trotta se retrouve perdu. Et je trouve que c'est un renversement complet des perspectives qu'on connaît aujourd'hui. Les enfants des nationalismes naissants sont des enfants de la rupture, comme peuvent l'être nos 68 arts qu'on déteste. C'est pas une révolte contre le père, c'est aussi un nouveau monde qui se construit pour des gens qui n'y étaient pas préparés. Et je pense que tout est dit dans la phrase que j'avais notée à l'époque quand je l'ai lue, que je cite, c'était, on le sait, une époque sévère, mais qui savait distinguer les cas exceptionnels et qui même les aimait. Principe que nous qualifions actuellement d'hypocrite parce que nous sommes devenus beaucoup plus intransigeants. Et ça, pour le coup, à l'inverse de la mélancolie post-impériale ou du duel du docteur Denan dont je vais reparler, c'est un topos involontaire parce que si on écrit souvent pour la postérité, on est souvent aussi incapable d'anticiper ce qu'elle retiendra. Et on en reparlera d'ailleurs dans 10 jours avec les cadets. Et à d'autres reprises, ce sont effectivement, tu l'as dit, des sociétés de l'honneur. Pourquoi payer une dette ? On sait qu'on la payera parce que si aujourd'hui, comme hier, on peut être condamné en tant que débiteur, rien n'est pire à cette époque que le scandale. Et c'est une société de la faute, ce n'est pas une société de la honte. On en reparlera encore aussi dans un dimanche littéraire sur l'honneur et la dignité. Et à l'inverse, le duel dont tu as parlé rapidement, qui est quand même une petite partie de l'œuvre, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute la littérature impériale, mais en conscience. Et qu'on le dénonce ou qu'on le mette en valeur, c'est le tribut normal de la société de l'honneur et des femmes volages. C'est un peu comme on appelait ça en droit germanique, le Vergelt. C'est un peu le prix du sang. À l'époque déjà, ça heurtait le bon sens. J'ai développé, mais je me suis dit que... Non, mais ça se Et complète. j'ai décidé de couper. Ça se complète. Mais c'est le rappel de Lord Ali, pour qui bouleverse le bon maintien de la paix civique. Je vais être un héros par idiotie, dit le docteur Denan. C'est cette reconnaissance héroïque aussi qui est importante. Et c'est aussi ce qui me fait dire que le roman cède parfois la facilité, puisque le duel, c'est une constante dans cette littérature. C'est aussi le cas du joueur, puisqu'il a sa période joueur, notre héros. On connaît le livre de Dostoïevski, mais je trouve que ça permet, toute cette accumulation permet parfois de remplir le livre de l'émotion, alors que factuellement, ça n'apporte pas grand-chose. On est dans l'accumulation un peu des topos habituels. Et je trouve que cette facilité, c'est aussi la vie réglée, tu sais, heure par heure du préfet, comme symbole de l'empire immuable, et la mort du serviteur, dont t'as pas parlé, comme dérèglement. C'est l'image de la disparition des soutiens de cet empire-là, à l'image de ce que pouvait être Jacques pour le préfet. Ceci étant, moi je suis pas mauvais public, hein, c'est de toute façon pas la fin de l'Empire, moi qui m'intéresse cette métaphore filée un peu d'inéluctable comme l'est la mort de l'homme. C'est assez transparent. Moi j'ai aussi aimé les détails qui sont alors pour le coup vraiment tout à fait anecdotiques, mais les détails du changement du monde, par exemple la réticence psychologique du préfet à utiliser le téléphone pour un homme qui est né bien avant son invention, ou le passage, tu l'as dit, quand il va voir l'empereur pour essayer de régler cette histoire de dette pour son fils, il passe par un employé du protocole qui le regarde sous toutes les coutures de son pantalon. Avant de voir l'empereur, faut pas avoir un pli. Ce sont les témoignages d'un autre ethos que je trouve très intéressant, parce que c'est là-dedans que se trouve cette espèce de cœur mental de la société. Tu as parlé de cette disparition de l'honneur, de cette inadaptation. Quand on voit où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui en termes d'ethos, tu prends une réception à l'Élysée avec 4 rappeurs, tu vois cette différence en 100 ans dans le mental profond d'une société et dans ce que l'on montre. Et je trouve que c'est assez intéressant. Après, on peut lui reconnaître en tout cas la lucidité de réaliser que la défaite est présente dans l'esprit des gens avant de l'être même dans la réalité. C'est la fin d'un monde est actée dans notre esprit avant même de l'être dans le réel. J'ai trouvé ça aussi très intéressant. Après, je peux pas broder plus non plus et ressortir d'autres éléments parce que ça fait trop longtemps que je l'ai lu, mais je trouve que c'est assez intéressant. Après, l'aide impériale aussi, c'est presque un pacte faustien en fait, c'est presque une malédiction pour la famille parce que tout ce que touche l'empereur effectivement finit par pourrir. Tout ce qu'il a pu, parce qu'il intervient à de nombreuses reprises pour aider la famille Trotta. Et je trouve qu'effectivement il y a quelque chose de maudit dans cette histoire là. Voilà.
J'ai fait mon petit complément et effectivement, je te laisse passer maintenant à la bibliographie et on en Bien rediscutera. riche. Vas-y. Donc, sur la bibliographie, c'est vraiment des livres d'ouverture, un peu dans le même style, pas du tout, mais dans la même façon de voir la fin d'un monde. Dans la façon de voir la fin d'un monde, plutôt que dans la même. Dans la Eh façon de bien, voir la fin d'un je ne monde. suis pas d'accord. Mais Donc, il y a les cadets. on aura l'occasion d'en parler. D'ailleurs, oui, je le présente dans 10 jours, enfoiré. J'avais mis les cadets. Donc, je ne m'attarde pas plus. Je te laisse faire ton travail. Non, non, y a pas de souci, t'inquiète. De toute façon, tu m'as déjà épargné la marche de Radetzky, donc en soi, c'est plutôt cool. Vas-y, Alors, vas-y, hein, je te laisse secondement, continuer, vas-y. il y a la trilogie allemande, parce que chacun a ses petites marottes. J'ai la mienne de Louis-Ferdinand Céline, sur la fin de l'Allemagne en 1945. Donc, on peut étaler en 3 temps. Dans un premier temps, d'un château l'autre, qui est la fin d'un monde politique. Dans Nord, la fuite du monde qui s'écroule. Et dans Rigaudon, l'apocalypse, réellement, pour ceux qui ont lu Rigaudon, ils s'en douteront, c'est plus que la fin d'un monde, c'est la fin du monde. Donc, pourquoi ce parallèle? Vous avez la fin de l'Autriche-Hongrie, la fin d'un empire, la fin d'un mode de pensée bloqué dans le marbre, et vous avez ici, dans cette trilogie, la fin d'une idée. L'idée d'une Allemagne de millénaire, etc., qui est en 1500 pages, ça va faire 1500 pages les 3 ouvrages peut-être. Vous avez cette Je fin. crois que j'en ai lu que 2. Je crois que je n'ai pas lu Rigaudon, je ne suis pas sûr. Je ne sais plus. C'est le plus court des 3. Je sais, franchement, je sais plus. Je pense les avoir tous et pourtant j'en suis plus sûr, tu vois. Bref, d'un château à l'autre, j'en ai des vrais souvenirs. Nord et Rigaudon, beaucoup moins. Peu importe. Le Château c'est le meilleur. Ah De oui, toute façon. ce sont de très bons livres, hein. Même si effectivement, il va beaucoup, à mon sens, bon là on déborde, hein, donc je vais faire court, mais il va beaucoup trop loin dans le style télégraphique. Là, c'est d'une violence. Il passe d'écrivain à télégraphiste Marconi, quoi. C'est dur. J'ai Le trouvé pire, c'est ça. dans Rigaudon. Ah, j'ai trouvé ça au bout d'un moment un peu dur quand même. Même si ça reste Dans Rigaudon, c'est très bien, hein, mais un mot, 3 coups de poing. Un mot, 3 coups de poing. voilà, Un mot, 3 coups de c'est à la fin le poing. livre ferait 62 On est pages, à quoi. Ah, c'est d'ailleurs ça, Rigaudon, c'est 200 pages à tout casser. Ouais, ouais, je trouvais que. Je sais pas si le style s'affine plutôt qu'il se caricature au bout d'un moment, mais peu importe. Peu importe, je laisse continuer, excuse-moi. D'autres ouvrages, j'essaie de faire court sur ces petites ouvertures, puisque ce sont des ouvrages qui mériteraient des présentations pour, pour eux. Mais n'hésite Donc pas. 93 de Victor Hugo. Qui est donc Victor Hugo. Je suis pas un grand fan de Victor Hugo, Je n'ai normalement. jamais lu Victor Hugo de ma vie, mis à part Les Misérables. Jamais. Mis à part Les Misérables et ce qu'on t'impose à l'école et les poésies par-ci par-là. Mais mis à part Les Misérables, je n'ai jamais lu de Victor Hugo. Et je n'ai rien contre lui en plus, c'est simplement que j'ai jamais eu l'occasion, ça m'a jamais botté plus que ça. Mais on a tous des immenses trous, hein, je les confesse les miens sans aucun problème. Jamais lu Flaubert. Oui, Dernier jour d'un condamné à l'école, hasard, on est de la même génération, donc oui, je me suis tapé effectivement le Dernier jour d'un condamné. Mais tu vois, c'est des trous même de mémoire, parce que finalement, j'ai peut-être lu plus de Victor Hugo que dans mes souvenirs. 93. Comme son nom l'indique, le roman se déroule en 1793. En 1993, Pleine ça aurait été guerre de la victoire de l'OM. Hein. Non, pas de malheur. La fin de la monarchie française et la guerre de Vendée. C'est vraiment le vieux monde, le jeune monde, l'aristocratie, la bourgeoisie qui se déchirent sur fond de guerre entre deux cousins. C'est un livre vraiment extraordinaire là-dessus. Je pense que si avant la fin de l'année je le présenterai, Avec grand vraiment plaisir. deux mondes qui se déchirent, qui cherchent à se retrouver et qui n'y arrivent pas. Donc on voit la déliquescence de la monarchie à travers à la fois le vieil aristocrate et le jeune aristocrate plein de fougue qui souhaite sauver le roi quoi qu'il arrive. Donc, vraiment l'effondrement du vieux monde. Et le point intéressant de cet ouvrage, c'est qu'on a à la fois l'effondrement du vieux monde, qui est qui est un topoi assez commun finalement, mais au sein du même livre, on a l'effondrement et la renaissance. Et donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire dans ce roman. On a également Le jardinier de Sarajevo de Mili
Miljenko Jergović, donc sur la fin de la Yougoslavie. C'est un recueil de nouvelles. Donc là, on est vraiment plus dans l'ambiance fin du monde que dans la description pure et simple de la fin d'un empire. On a plusieurs petites nouvelles. On a donc le jardinier, le toiletteur pour chien, l'ouvrier, etc. Ouais, c'était moins vendeur comme titre, peut-être le toiletteur pour chien de Sarajevo, ça fait moins rêver quand même. Effectivement. Mais donc c'est vraiment l'ambiance. Qu'est-ce que les gens ressentent au fur et à mesure face à ça? Comment on sent en tant que petit individu numéro 3647 d'une grande ville lorsque le monde s'effondre autour de vous? Ensuite, un autre ouvrage qui n'est pas vraiment un roman, bien qu'il soit un peu romancé. Oui, qui est assez connu. d'ailleurs, je me permets de t'interrompre sur celui-là parce qu'il m'intéressait. Je l'ai lu j'aurais pu dire c'était dans Éléments ou Livre Arbitre. C'est écrit par une ex-conseiller de Gorbatchev, non? Tout à fait. Ouais, ok, ouais, je vois ce que c'est, effectivement. Je l'ai jamais lu, mais ouais, un de ces jours, je le lirai. La fin de l'homme rouge de Svetlana Alexievitch, qui est plus un travail journalistique. Finalement, elle va interroger l'ouvrier, l'ancien représentant du PC dans telle commune, etc. La femme qui a perdu son mari en Afghanistan. Suite, donc, dans l'effondrement immédiat de l'URSS, 1991, 92, 93, 94, et elle va demander ce que les gens ressentent, les simples gens, donc pas les intellectuels, comme on a pu le voir avant, mais là vraiment, l'ouvrier du coin, qu'est-ce qu'il ressent quand tout ce qu'il a connu s'effondre autour de lui, et quelque chose qui était immuable. L'URSS ne pouvait pas s'effondrer, c'était la fin de l'histoire. L'URSS s'est effondré. Que ressentent les gens face à cet effondrement? Là, c'est un livre très long, assez complexe, non, mais qui demande une certaine concentration, mais qui est fondamental pour comprendre à la fois l'URSS, la fin de l'URSS, mais également pour comprendre ce que ressentent les gens dans un monde qui s'écroule, chose qui, nous qui sommes en France en 2024, je pense qu'on commence à toucher du doigt le sentiment de... Je pense qu'on en est loin quand même, non pas forcément de l'effondrement en tant que tel, mais il faut quand même mesurer ce qu'est l'effondrement de l'URSS quand même. Oui, c'est plus pour ça que je dis, on commence ouais. à toucher du doigt un sentiment. Parce que notre démocratie libérale telle qu'elle est construite s'effondre, c'est pas c'est plus qu'un régime qui s'effondre en URSS, c'est une idée, c'est un monde, c'est une vision de l'avenir. Enfin, nous, notre régime est beaucoup plus neutre de ce point de vue-là. Et l'effondrement de notre société, à mon avis, serait pas celle d'une idée, mais serait plutôt celle des structures, du cadre et à l'échelle du citoyen. Ça se rapprocherait sans doute plus de Sarajevo que de Moscou. Mais peu importe, je peux me tromper, mais je trouve qu'il y a une différence de fond quand même. L'ouvrage se repose là-dessus et est vraiment passionnant. Et enfin, un autre ouvrage qui sera peut-être sûrement présenté, Petit Le Guépard. enfoiré, bien sûr, que tu me l'as pris aussi. Ah, si tu veux. Non, absolument. De toute façon, il sera présenté cette année, l'affiche est déjà prête. Mais non, du tout. Bien sûr, vas-y. Le Guépard de Giuseppe Tomassi di Lampedusa. Fameux livre, je pense qu'on ne le présente plus. La fameuse phrase « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Pour faire un rapide résumé, c'est la passation du pouvoir entre la noblesse et la bourgeoisie dans l'Italie du Risorgimento. Et donc, le monde aristocrate qui ne s'effondre pas, mais qui se modifie petit à petit. Vraiment, la longue déliquescence du pouvoir pour obtenir à quelque chose de nouveau et qui ne change rien finalement. Bon, c'est très mal expliqué, dit comme ça, mais... Mais je l'expliquerai mieux, t'en fais pas. Il faudrait 1 heure ou 2 pour expliquer, mais simplement, c'était les quelques livres que je souhaitais présenter. C'est intéressant. Faire écho au reste. Pardon, excuse-moi. J'ai pas entendu ce que t'as dit, excuse-moi. Ah, c'était pour faire écho à la présentation de la marche de Radetzky, oui. quelques ouvrages rapidement. Je vais me permettre de rajouter mes 3 centimes, les 3 deniers de Judas. Je trouve intéressant sur la bibliographie qu'on n'ait pas du tout fait le même choix d'instinct, puisque j'ai su ce que tu allais présenter assez tard. Parce que la fin des empires et des mondes, c'est une espèce de vieille antienne qu'on peut retrouver par exemple dans la Russie de 1918 ou n'importe où. Effectivement, Céline aussi, de ce point de vue, je te donne entièrement raison. De la même façon pour les cadets ou le guépard.
Encore que le guépard ce soit autre chose pour moi, mais c'est très juste, c'est clairement la description de la fin d'un monde, peu importe qu'il soit temporel, qu'il soit humain, enfin voilà. Euh, mais moi, je crois que c'est personnel, et c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de confronter. Je considère les cadets comme le début de la vie d'un homme et pas la fin d'un monde. Et donc le dimanche suivant, pas le prochain, celui d'après, on se fera de toute façon tout Vent de Salomon la suite. Je vais présenter toute son œuvre livre par livre. Et il est probable dans la présentation des cadets que je fasse référence à la fin d'un monde, c'est possible. Mais j'envisage le livre dans l'œuvre de l'auteur. Et du coup, j'y aurais pas pensé à cette fin d'un monde, tu vois, à tort pour le coup, mais pour moi c'est complètement différent. Et pour le guépard, effectivement, tout change pour que rien ne change. J'en ferai un dimanche littéraire. Mais pour moi, c'est la fin d'un homme d'un autre temps. Le monde qui tourne autour de lui évolue, on se transforme, mais c'est pas la destruction d'un monde. Et l'histoire se termine d'une façon complètement différente. Et de ce point de vue-là, je trouve que voilà, c'est ce qui sépare du guépard, et que je parle aussi de facilité, c'est que le destin des Trotta, la vieillesse, la mort, ça colle vraiment complètement à l'Empire. C'est un peu caricatural. Donc moi, j'ai voulu prendre des livres que je pense, alors bien entendu tout ça n'est qu'une affaire de goût, que je pense plus en lien direct avec l'œuvre, ce qui veut pas dire que c'est un meilleur choix et de une et de deux que ce sont de meilleurs livres. En plus j'ai dû choisir des livres que je présente pas ou pas encore à ce stade, même si y a un des auteurs là que j'ai mis que je vais présenter puisque j'ai ces bouquins. Donc j'ai limité ça à 3 œuvres. D'abord, hop, la trilogie transylvaine de Miklos Banfi, qui est un grand aristocrate et politicien hongrois, et qui parle de ce qui était encore à l'époque la Hongrie transylvaine, donc en Roumanie aujourd'hui, qui doit être... vos jours sont comptés, vous étiez trop léger et que le vent vous emporte pour les 3 tomes. C'est une somme assez importante, qui pourra un peu peut-être lasser le lecteur, parce que c'est 3 livres assez épais. Mais c'est vraiment la même vision de la fin d'un monde, mais du côté hongrois, et encore plus du côté d'une Hongrie qui va perdre une large partie de son territoire. Donc c'est vraiment la fin de l'Empire, vue du côté de la noblesse hongroise. J'ai choisi aussi forcément Les Buddenbrook de Thomas Mann. Alors certes ici ça n'est que la fin d'une famille comme les Trotta, c'est même la fin d'un empire commercial familial, mais je pense que le livre est beaucoup plus abouti. Je pense même que c'est un immense livre par un Allemand qui est à peu près de la même génération. Enfin il a 20 ans de plus, mais vu de 2025 on a l'impression que tout est de la même génération. Et je le choisis parce que si La Marche de Radetzky c'est le récit de la fin de l'Empire, je pense que c'est avant tout une histoire de famille. Pour moi, en additionnant la mélancolie d'une histoire à celle d'un temps, et l'histoire avec un grand H, elle est d'ailleurs assez absente en fait du livre de Roth en tant que tel. Il n'y a pas de date, enfin il y a pas beaucoup de dates, il y a quelques événements, mais ça n'est pas le personnage principal. Le vrai événement, c'est 1914. C'est ça, c'est 1848 pour faire la première date et 1914 pour faire la fin. Et entre les deux, finalement, il y a assez peu d'histoire. Ce dont moi je me plains pas, parce que c'est surtout le destin des hommes qui me passionne. Et les Buddenbrook rejoint un peu aussi la vision de Roth, où chaque génération a déjà un peu moins de courage, ou est déjà un peu moins adaptée à ce qu'elle vit que la précédente. Je trouve que c'est assez... il y a une vision de la décadence qui est assez marquée chez Roth et qu'on retrouve chez les Buddenbrook, qui est un excellent livre. Je sais pas si tu l'as lu. Alors, je connais, mais j'ai pas lu le précédent, je ne connais pas. je te le conseille très fort. Bon, moi, je trouve que c'est un livre immense. Après, j'ai La Montagne Magique à lire, mais ça fait 1000 pages et je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, un jour peut-être. Et n'importe quel livre de Ferdinand van Saar, qui est ce qu'on appelle le Maupassant viennois, qui est un petit peu aussi lui aussi de la génération précédente Roth, et qui introduit doucement ce lent déclin et ce ratage de la transition vers l'état moderne pour l'Empire. Et je le présenterai aussi puisque j'ai acheté Lieutenant Burda et que je vais le lire et le présenter. Voilà. Donc j'ai choisi 3 œuvres qui sont... c'est pas l'idéologie vraiment qui les lie, c'est plutôt effectivement l'époque et les lieux qui sont très liés. Ce sont des livres que j'ai choisis pour le plus, bien entendu pour l'histoire, mais aussi pour le contexte autour qui les relie fortement à La Marche de Radetzky. Voilà. C'est tout bon pour moi. T'as terminé ? Ouais, moi j'ai fini ma présentation. Eh bien, C'était écoute, dense. parfait.
Je pense que les gens y apprendront plein de choses très intéressantes. Je vous recommande chaudement de lire le livre. C'était une présentation très différente de celle que je ferai moi, c'est une certitude, même si effectivement le dimanche prochain sera encore un truc un peu différent, mais peu importe. Je pense que c'est intéressant d'avoir des méthodologies qui sont complètement axées sur des visions différentes de ce qu'on a envie de raconter d'une œuvre. Et non, c'était vraiment très très intéressant. Et encore une fois, ouais, je vous recommande de lire La Marche de Radetzky, qui est un très bon livre. Ça ne pourrait que vous plaire, à mon avis. Je pense pas que ça puisse être un livre déplaisant, qu'on y trouve des faiblesses. Ça me paraît. Ça se lit assez facilement, hein, de toute façon. Ouais, c'est un livre. Oh, de mémoire, il est quand même. C'est pas qu'il est assez épais, Il mais est un peu épais, il fait 500 pages, ouais, mais voilà. ça se lit facilement. Ouais, ça se lit très très Surtout la facilement. traduction, la traduction d'Olivier Manoni, je pense, est faite pour vraiment simplifier l'allemand de façon plus simple à substrat, donc très très simple à lire. Ouais, je pense que ça m'a pas choqué. Au niveau de la traduction, tu vois, j'ai eu l'impression le livre aurait pu être écrit en français que j'aurais pas vu la différence. Donc je pense qu'effectivement la traduction est assez correcte de ce point de vue-là. Ok, bah ma foi, écoute, très bien. Il me reste plusieurs choses à dire. Donc vendredi, on se retrouve à 21h30 sur Verdun pour ceux qui veulent monter une équipe, comme on dit. Y a pas de souci. Et puis dimanche, on se retrouve pour Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, qui est ce deuxième livre un peu que j'avais entre les mains après Les Maudits, avant d'enchaîner sur des choses que j'avais vraiment envie de présenter. Et puis donc deuxième chose qu'il me reste à faire, il me reste à te remercier Pierre, à te dire quand tu veux pour la prochaine. Et puis, écoute, merci pour ton travail, c'était cool, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Et c'était enrichissant pour moi, ça m'a permis de voir effectivement les différences de vision et de façon de faire qu'il peut y avoir face à un livre. Et je pense que c'est très très intéressant. Voilà, donc merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir laissé une place d'expression. Ah, c'est avec plaisir, c'est quand vous voulez, hein, je réitère l'invitation pour ceux qui souhaitent, ça n'est pas forcément littéraire ni historique. Vous le verrez, je présenterai aussi des choses qui n'ont pas forcément grand chose à voir avec tout ça. Et puis n'hésitez pas, vous avez tous des choses à dire et n'oubliez pas aussi que ce qu'on fait, ça compte. Voilà, on peut parfois douter de ce que l'on fait, de ses engagements et tout ça, mais si on ne fait rien, tout est plus compliqué. Voilà. Donc dans tout ce qui se délite autour de nous, essayons d'agir à notre mesure. Voilà. Donc merci à tous, à bientôt, et puis je vous dis à vendredi pour ceux qui le souhaitent. Allez, ciao.